Et si chaque obstacle qu'on rencontre, c'était pas vraiment un problème, mais plutôt une opportunité déguisée? C'est une idée assez puissante, hein? Eh bien, c'est l'idée centrale qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Une idée qui nous vient tout droit de la philosophie stoïcienne et qui a été magnifiquement remise au goût du jour dans le best-seller de Ryan Holiday. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment décortiquer cet art, qui n'est pas nouveau du tout, de transformer les coups durs en véritables atouts. Et pour ça, on va s'appuyer sur les exemples historiques super parlants que Ryan Holiday a rassemblés dans son livre. Ça commence avec une vieille légende zen. Imaginez un roi, un peu désespéré par la paresse de son peuple. Pour leur donner une leçon, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer un gigantesque rocher en plein milieu de la route principale. Juste pour voir comment les gens allaient réagir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant des jours et des jours, les marchands, les courtisans, tout le monde arrive, voit le rocher et se contente de le contourner. Beaucoup en profitent pour râler, pour blâmer le roi de mal entretenir les routes, mais personne, vraiment personne, ne prend l'initiative de le bouger. Et puis, un jour, un paysan arrive, seul. Et lui, au lieu de se plaindre ou de faire demi-tour, il trouve une grosse branche, il s'en sert comme levier, et à force d'huile de coude, il réussit, tout seul, à bouger ce fichu rocher. Et là, surprise, sous le rocher, qu'est-ce qu'il trouve? Une bourse remplie d'or et un petit mot du roi. Et ce mot disait quelque chose de très simple, mais de très profond. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. C'est le cœur même de ce qu'on explore aujourd'hui. Cette histoire, elle n'est pas juste là pour faire joli. Elle nous force à nous poser une question cruciale sur notre propre vie. Quel est le rocher qui bloque notre chemin en ce moment? Alors, comment on s'y prend pour déplacer ces rochers? Eh bien, la toute première étape, avant même de penser à l'action, c'est de maîtriser la façon dont on regarde l'obstacle. C'est ce que le livre appelle la discipline de la perception. Et ça, c'est pas une idée nouvelle. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle le disait déjà il y a des siècles. Ôte ton opinion, alors sera ôtée la plainte. Ôte ta plainte et la blessure sera ôtée. En gros, ce qui nous fait mal, c'est pas l'événement en lui-même, c'est le jugement qu'on porte dessus. La perception, dans cette optique, c'est donc la discipline qui consiste à voir les choses pour ce qu'elles sont, froidement, objectivement, pas pour ce que nos émotions, notre peur, notre colère, nous crient qu'elles sont. C'est vraiment l'art de rester calme et objectif. Prenons un exemple concret, la panique de 1857. Une crise économique terrible qui a secoué les États-Unis. Tout le monde panique, sauf un certain jeune homme, un comptable, du nom de John D. Rockefeller. Lui, il a choisi de ne pas avoir peur de l'effondrement. Au contraire, il a décidé de l'étudier. C'est fascinant de voir la différence de perception. Là où tout le monde voyait la panique, la ruine, une raison d'abandonner, lui, Rockefeller, il voyait une formation gratuite, une chance d'apprendre, une opportunité. Il a vu cette crise non pas comme une catastrophe, mais comme une chance unique de comprendre les rouages et les faiblesses du marché. Et cette leçon, eh bien, elle allait littéralement faire de lui un titan de l'industrie. Un autre cas, peut-être encore plus extrême, celui du boxeur Rubin Hurricane Carter. Il a été faussement accusé et emprisonné à vie. Imaginez. Dans cette situation, il aurait pu sombrer, mais il a refusé d'être un prisonnier dans sa tête. C'est une histoire incroyable sur le pouvoir de protéger sa liberté intérieure. Parce que c'est ça, le principe stoïcien fondamental. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle toujours la façon dont on y réagit. Carter a compris que ces geôliers pouvaient bien enfermer son corps, mais il ne pourrait jamais contrôler son esprit. Alors il s'est concentré sur ce qui lui restait. Ses émotions, ses jugements, sa créativité, sa perspective. C'était là sa liberté, et personne ne pouvait la lui enlever. Changeons de contexte. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Les généraux alliés font face au Blitzkrieg allemand. La guerre éclair, c'est une tactique nouvelle, terrifiante, qui semble absolument imparable. Et logiquement, beaucoup de chefs alliés sont complètement paralysés par la peur. Pour eux, la défaite semble inévitable. Mais voilà qu'arrive le général Eisenhower. Et lui, il va complètement changer de perspective. Il réunit son état-major et leur dit cette phrase incroyable: « La situation actuelle doit être considérée comme une chance pour nous, pas comme une catastrophe. Je ne veux voir que des visages réjouis autour de la table. » Imaginez la scène. C'était un changement de perception radical. Au lieu de voir une force écrasante, ils ont commencé à voir une charge imprudente. Au lieu de voir une raison de battre en retraite, ils ont vu une chance d'encercler un ennemi qui s'étirait trop. Ils ont compris que la vitesse même du Blitzkrieg était sa plus grande faiblesse, des lignes de ravitaillement étendues et vulnérables. Et en voyant ça, ils ont pu transformer la plus grande force des Allemands en leur faiblesse fatale. Bon, voir les choses clairement, c'est la première étape, c'est crucial. Mais ça ne suffit pas. Une fois que la perception est juste, il faut passer à la suite. Et la suite, c'est la deuxième discipline, l'action.
Une action qui doit être bien dirigée, créative et surtout persévérante. Et pour parler d'action, il y a difficilement un meilleur exemple que celui du grand orateur athénien Démosthène. Son histoire est la preuve vivante que l'action peut transformer les pires désavantages en véritables super-pouvoirs. Le point de départ de Démosthène est juste catastrophique. Il est frêle, maladif, il a un énorme défaut d'élocution, il bégaye, on ne le comprend pas. Il devient orphelin très jeune et pour couronner le tout, ses propres tuteurs lui volent tout son héritage. Il est moqué, ridiculisé, franchement il avait toutes les raisons du monde d'abandonner. Mais non. Au lieu de se laisser abattre, il est passé à l'action. Une action méthodique, acharnée, presque obsessionnelle. Pour corriger son bégaiement, il se remplissait la bouche de cailloux et essayait de parler. Pour renforcer sa voix et son souffle, il récitait des discours en courant dans les collines. Pour se forcer à étudier, la légende dit qu'il se rasait la moitié du crâne. Et en parallèle, il étudia le droit sans relâche pour une seule chose, traîner ses tuteurs corrompus en justice. Et le résultat est spectaculaire. Grâce à cette action acharnée, non seulement il a fini par récupérer sa fortune, mais il est devenu le plus grand orateur de toute l'histoire d'Athènes. Ces obstacles sont devenus la source même de sa force. Pas étonnant qu'il ait dit un jour quelles sont les 3 parties les plus importantes d'un discours. L'action, l'action, l'action. Et cette idée se vérifie partout dans l'histoire. Que ce soit Ulysse Grande pendant la guerre de sécession, ou Thomas Edison et ses milliers de tentatives pour l'ampoule électrique, la solution, la percée, elle ne vient presque jamais d'un éclair de génie isolé. Non, elle vient de la persévérance, de l'action répétée encore et encore. Le chemin à suivre se résume donc à une sorte de processus. D'abord, la perception. Il s'agit de voir la situation froidement, sans paniquer. Ensuite, l'action. Il faut agir, bouger, essayer de manière décisive. Et enfin, il y a une 3e discipline qui est la volonté, la force intérieure pour endurer et persister quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette philosophie, ce n'est pas juste de la pensée positive à la petite semaine. C'est un véritable guide pour l'action. L'idée, c'est que l'obstacle qu'on a en face de nous, ce n'est pas un mur, c'est le chemin lui-même. La seule question qui reste, c'est donc quel sera le premier pas ?